Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, je le rappelle, a pour vocation de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif lutter contre les inégalités et les injustices dont sont victimes les femmes. Le féminisme sert aussi à protéger les jeunes filles, à leur éviter la déscolarisation, le mariage précoce et lutter contre les violences en général qui leur sont faites. Je reçois pour parler de ces sujets Dr Chekib Gsous, socio-anthropologue et médecin radiologue. Il est également auteur de plusieurs ouvrages comme L'exploitation de l'innocence, le travail des enfants au Maroc en 2002 chez Edif, Les grossesses de la honte, coécrit avec Soumiane Amel Gsous en 2011 chez Afrique-Orient, et plus récemment Mariage et concubinage dans les pays arabes en 2018 chez La Croisée des Chemins. Dr Chekib Gsous, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Je sais que vous travaillez donc depuis très longtemps sur l'évolution de la société traditionnelle marocaine et notamment sur la défense des droits des enfants, leur scolarité, leur alphabétisation. Vous travaillez également sur la jeunesse et le célibat. Donc vous avez un brillant parcours de socio-anthropologue. Merci. Et vous êtes également médecin. Donc parlez-nous un peu de cette passion, parce que j'ai l'impression que la passion a pris le pas sur la médecine, non? Je me trompe? Non, la passion n'a pas pris le pas sur la médecine. Quand j'avais commencé en tant que jeune étudiant en médecine, les premières années, on nous a fait faire des stages infirmiers. Nous étions dans un bidonville, ici à Rabat, à Salé. Et le travail que nous faisions, c'est-à-dire rentrer dans les familles, essayer de comprendre, c'était la planification familiale à l'époque, comprendre comment faire passer la planification familiale, comment faire en sorte pour que les femmes puissent réduire le nombre des grossesses, et puis aussi suivre les enfants une fois qu'ils sont nés. Était important pour moi, et comme la médecine, on voit un individu seul, et que la sociologie permet de voir un individu dans la collectivité et le tout ensemble. Je pense que ce sont deux visions et au fur et à mesure de mes études en médecine, j'étais frustré de ne pas avoir cette vision globale de la société et c'est pour cela que je me suis orienté vers l'anthropologie. Et donc vous avez fait beaucoup de terrain avec... J'ai fait beaucoup de terrain, oui, effectivement. Avec votre épouse, pour ne pas la nommer, Madame Soumiane Amel Gsous. Absolument, donc absolument. Vous avez effectivement coécrit ce livre avec elle en 2006 et puis en 2011. Les grossesses de la honte, donc absolument. Je montre à l'écran, donc qui a été coédité en 2011 chez Afrique-Orient. Et là, donc tout récemment, vous venez donc de publier, c'est tout frais, c'est là, c'est en fin mai 2022. Absolument. Mariage précoce, de l'Antiquité à nos jours, anthropologie marocaine et enjeux universels. Donc c'est un essai que vous avez publié à la Croisée des Chemins. Et donc dans cet essai passionnant, vous démontrez que partout dans le monde, en fait, près d'une fillette sur 4 devient épouse alors qu'elle est encore enfant. Absolument. Et que d'un point de vue anthropologique, les unions précoces jusqu'au XXe siècle ont toujours été une alliance, en fait, entre deux groupes humains, entre deux communautés, deux familles. Absolument. Donc, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à écrire cet essai et à vous intéresser au mariage, en fait? Oui. En fait, je me suis intéressé au mariage parce que c'est un frein, le mariage précoce, c'est un frein à la scolarisation. Mon cheminement a commencé par la scolarisation, à la fois le cheminement au niveau de l'écriture, mais également au niveau de l'engagement associatif. C'était pour parvenir à une scolarisation de tous les enfants et une scolarisation de qualité. Et donc ça a été le chemin, le fil conducteur de mes engagements associatifs, mais également de mes écritures. Quand on prend par exemple mon premier livre, ça a été le travail de l'enfant. Et effectivement, quand un enfant travaille, il ne va pas à l'école. Quand on a fait avec Soumia le mariage, les grossesses de la honte, c'était exactement la même démarche. Une grossesse chez une fillette l'oblige à quitter l'école.
Donc c'est l'école, les enfants, c'est votre engagement en fait. C'est l'engagement, c'est jusqu'à aujourd'hui, je continue cet engagement. Bon, évidemment que les enfants que j'avais vus il y a quelques années ont grandi et sont devenus des adolescents et puis de jeunes adultes qui ont aussi leurs problèmes. Et donc, c'est pour cela que je m'intéresse également à la jeunesse. Mais par exemple, mariage et concubinage, c'est un problème de jeunesse. C'est parce que l'âge du mariage s'est retardé que nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont dépassé la quinzaine, leur 15e année, donc qui sont pubères, oui, mais qui n'ont pas légalement le droit d'avoir des relations sexuelles. Alors on va revenir sur ce sujet qui est très intéressant, mais je reviens quand même à ce livre et donc à cet essai où vous dites que les mariages précoces ont toujours eu lieu partout dans le monde, y compris dans des pays qu'on considère aujourd'hui comme avancés, occidentalisés. Donc en Angleterre, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Aux États-Unis, je pense dans certains États aussi, absolument, on peut marier des filles à 14 ans, 15 ans. Absolument, 14 ans aux États-Unis aujourd'hui, dans certains États. L'État de New York et 2 autres États viennent à peine de relever l'âge du mariage à 18 ans. D'accord, donc c'est tout récent finalement. C'est tout récent. D'ailleurs, mais ce n'est pas uniquement les États-Unis, c'est tous les pays n'ont relevé l'âge du mariage des filles à 18 ans qu'au début de ce siècle-là. Et le Maroc a été une année en avance par rapport à l'Espagne ou 2 années par rapport à la France. Tous ces pays-là, européens, ont relevé l'âge à partir du début de ce siècle. Alors pourquoi? Parce que c'est devenu socialement inacceptable? C'est devenu socialement inacceptable, absolument. Absolument, jusqu'à la fin du siècle dernier. En France, il était permis, mais pas uniquement en France, partout. En Espagne, il était permis de marier une fillette de 13 ou 14 ans. En Espagne? En Espagne, absolument. Et c'est aussi lié à la religion, parce que vous parlez à un moment aussi des 3 religions monothéistes. C'est-à-dire ce n'est pas propre à l'islam. Ce n'est pas propre à l'islam. C'est le christianisme, le judaïsme, enfin toutes les religions monothéistes ont toléré le mariage précoce, voire l'ont peut-être encouragé, non, à un certain moment. Elles n'ont pas encouragé, mais elles sont apparues à un moment où les mariages précoces existaient. Si on revient un petit peu au niveau de l'histoire, et c'est pour cela que c'est de l'Antiquité à nos jours, au niveau de l'Antiquité, dans les peuplades primitives, les jeunes, une fois qu'ils arrivaient à la puberté, à la période de la puberté, on les faisait passer par des périodes où ils étaient formés à être de futurs adultes. C'était le rituel. C'est un rite de passage. Et donc, à partir de là, ils pouvaient être mariés. Et l'âge du mariage s'est avéré être celui de 17, 18 ou 19 ans, selon les peuplades, à la fois pour le garçon, un petit peu plus tard pour le garçon, mais pour la fillette, c'était ces âges-là. Et juste après l'apparition des premières civilisations, pour rester dans notre mer Méditerranée, les premières civilisations ont réduit l'âge du mariage des fillettes. On réduit l'âge du mariage des fillettes parce que les premières civilisations sont apparues avec la propriété individuelle. Et donc, les hommes, puisque ce sont les hommes qui se sont accaparés la propriété. Et les femmes ne s'appartiennent pas? Non, et les femmes leur appartenaient, voilà. Voilà, elles leur appartenaient, oui. Et donc, les hommes voulaient transmettre leur propriété à des enfants dont ils étaient sûrs de la paternité. D'où l'enfermement. D'où l'enfermement, d'où le contrôle de la sexualité des femmes. Alors que la sexualité des femmes n'était pas contrôlée avant dans les peuplades primitives. Par exemple, la virginité n'était pas demandée avant. Mais une fois les premières civilisations apparues, la virginité était exigée. En fait, c'est quand l'homme s'est rendu compte, l'homme avec un grand H, qu'il jouait un rôle dans la fabrication d'un être humain. Qu'il jouait un rôle, non? Ils avaient compris ça avant. Ils avaient compris ça avant, puisqu'en Égypte, bien avant, ils avaient trouvé des moyens pour arrêter la conception, des moyens anticonceptionnels. Mais c'était surtout pour s'assurer que c'était l'apparition donc du travail, c'était l'apparition de la production de céréales qui allait suffire pour cette année et pour l'année prochaine ou peut-être 2 ans. Et donc, il fallait les donner à des enfants dont ils étaient sûrs.
pas des enfants du voisin. Et donc c'est là où ils ont contrôlé la sexualité des femmes. Donc c'est la notion de propriété. C'est une notion de propriété, et donc les femmes, l'adultère devenait un crime. Et la femme adultère, avec son amant, était condamnée à mort. Oui. Était entourée avec une corde, avec une grosse pierre, et on le jetait dans l'Euphrate. Et l'Euphrate est un grand fleuve, et avec une grosse pierre pour qu'il tombe au fond, ils n'avaient aucune chance de survivre. Et à partir de là, on commençait à contrôler également la virginité des jeunes filles. Oui. Et donc, l'âge du mariage a commencé à baisser parce que les parents d'une jeune fille se disaient, bon, je préfère la donner en mariage le plus tôt possible, parce qu'une fois que je la donne, je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais il y avait aussi une autre question importante, c'est que l'espérance de vie était courte. Et comme il fallait avoir un nombre d'enfants important, puisqu'on était dans une situation où on produisait... C'était une main-d'œuvre, en fait. C'était une main-d'œuvre. Alors qu'avant, on ne pensait pas à la production. Mais une fois qu'on a commencé à penser à la production, il fallait de la main-d'œuvre. Et donc, il fallait avoir des enfants. Et donc, pour avoir une femme qui se marie à 17 ans et qui va décéder à 30 ou 35 ans, n'avait que la possibilité d'avoir 2 enfants dans sa vie, parce que il y avait beaucoup d'enfants, de mortalité infantile, mais aussi d'avortements. D'avortements spontanés ? Spontanés. Donc, il fallait qu'elle se marie le plus tôt possible pour avoir la chance d'en avoir 3. Alors, et les gens qui avaient les moyens pouvaient se marier avec 2 ou 3 femmes. La polygamie. Donc voilà, tout va dans le même sens en fait. Tout va dans le même sens, absolument. Et donc, les religions monothéistes, quand elles sont arrivées dans un milieu où les mariages précoces étaient monnaie courante. On mariait les fillettes avant leur puberté. Et même, je crois, dans le livre, vous signalez un cas en fait, où en fait, les enfants sont mariés même bien avant. Bien avant leur puberté. Peut-être même avant de naître, je crois. Ou... On les donne. C'est une promesse de mariage. C'est une promesse de mariage. Mais la consommation se faisait un petit peu plus tard. En général, c'était ou avant ou après la puberté. L'idéal, enfin, officiellement, l'idéal, c'était après la puberté. Dans la pratique, assez souvent, c'était avant la puberté. D'accord. Alors, au Maroc, pour revenir au cas qui nous concerne aujourd'hui, donc c'est un essai effectivement passionnant et vous avez ce mérite d'avoir un petit peu brossé cette situation dans le monde entier. Et ce n'est pas un cas qui est propre au Maroc. Et d'ailleurs, au Maroc, comme vous l'avez dit au début, c'est qu'il y a eu la réforme du Code de la famille qui a limité l'âge. En fait, qu'il l'a relevé à 18 ans et puis ensuite c'est soumis à l'autorisation du juge à partir de 16 ans pour les filles, sauf que on sait aujourd'hui que le mariage des mineurs a beaucoup augmenté, il semble n'être plus contrôlé comme il devrait l'être. Et donc pourquoi cette persistance existe encore et comment y mettre fin ? Comment y mettre fin ? Alors, pourquoi elle persiste ? Elle persiste parce que une loi ne peut pas arrêter du jour au lendemain une tradition qui a existé depuis très très longtemps. L'âge moyen du mariage des filles au début du siècle dernier, à Marrakech, puisque nous avons un document par un médecin, fait par un médecin qui disait que l'âge moyen du mariage était de 10 ans chez les fillettes. 10 ans. 10 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen est beaucoup plus élevé, mais dans certaines régions, particulièrement les régions pauvres, les régions enclavées, les fillettes continuent à être mariées avant l'âge de 18 ans. Jusqu'à maintenant, on parle de 2022. Jusqu'à maintenant, continuent à être mariées avant l'âge de 18 ans. Mais si, il y a 100 ans, elles étaient mariées à l'âge de 10 ans, aujourd'hui elles sont mariées à l'âge de 14, 15, voire 16 ou 17 ans. Et vous avez dit, c'est pas ce petit village dont vous parlez à un certain moment où il y a une forte endogamie en plus, il ne faut pas sortir de la tribu. Il ne faut pas sortir parce que à Nfougou, par exemple,
D'ailleurs, dans tous les villages du Maroc, le douar en général, les habitants ont un sentiment, vrai ou pas, mais un sentiment d'appartenir à un même aïeul. Donc, c'est une même famille, et donc on donne plus facilement à un cousin, on donne une fille plus facilement à un cousin, parce qu'il y a aussi une histoire de terre à ne pas donner à quelqu'un d'autre, à garder dans la famille, à ne pas donner à un autre qui viendrait d'une autre tribu ou d'un autre douar. Donc l'endogamie existe dans la majorité des douars du Maroc. Et ça, c'est encore présent aujourd'hui. Pas comme dans d'autres pays. On voit par exemple en Palestine aujourd'hui, même s'il n'y a pas de terre à préserver, mais il y a une forte endogamie. Donc, il y a une forte endogamie au Maroc rural particulièrement, oui. Plus le mariage précoce. Plus le mariage précoce. Et donc, comment faire pour justement faire évoluer cette situation? Quelles sont les solutions, à votre avis, pour lutter contre ce phénomène aujourd'hui qui quand même prive les fillettes d'un avenir, d'une scolarité? Absolument, absolument. Il prive pas uniquement les fillettes de la scolarité, il prive les fillettes de leur avenir, d'un avenir, de la possibilité de travailler demain si elles ne sont plus mariées. Et assez souvent, elles sont ou répudiées, on peut répudier précocement, ou veuves, parce qu'il y a aussi des hommes très âgés. Et là, elles ont des difficultés pour pouvoir travailler parce qu'elles n'ont pas les compétences pour pouvoir travailler. Donc, il y a des difficultés à la fois pour elles, pour la scolarité, pour le travail demain si elles sont amenées à travailler. Et puis, comme elles ne travaillent pas, si elles restent mariées, elles ne contribuent pas au développement de leur communauté. Et de toutes les façons, les statistiques et les études qui ont été faites ont montré qu'une fille qui n'est pas scolarisée et qui se marie précocement est une perte pour sa communauté et pour le pays, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, je pense qu'il faut, c'est scolariser toutes les fillettes. Jusqu'à quel âge minimum? 2, c'est scolariser le plus longtemps possible. Alors, la loi au Maroc dit 15 ans, mais je pense que il y a un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui en train de penser à scolariser jusqu'à 18 ans. Et je pense que le Maroc doit aussi s'engager dans cette optique d'exiger la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, nous savons que déjà au collège, ce n'est pas toutes les fillettes qui sont scolarisées. Il y a un faible pourcentage de fillettes qui ne sont pas scolarisées et un pourcentage plus élevé au niveau des lycées. Mais je pense qu'il faut mettre dans un proche avenir l'obligation de scolariser les fillettes et garçons jusqu'à 18 ans. Donc, 1, la scolarisation. 2, la scolarisation le plus longtemps possible. 3, assurer des opportunités professionnelles pour les jeunes filles. Une jeune fille qui a fait des études ne peut pas rester chez elle à la maison. Or, les statistiques nous montrent que plus elles étudient. Non, pas plus elles étudient, mais sur 100 garçons qui ont étudié, il y a une proportion parmi eux qui travaillent. En tout cas, il y a 70% parmi eux, alors que pour les femmes, la proportion est de 20%. Donc, une femme qui a fait des études, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle ait des opportunités pour travailler. Il n'y a que le travail qui peut permettre à la fois pour elle, bon, c'est sûr, elle a déjà pas. Moi, je vois plus loin. Mais évidemment qu'elle aura l'autonomie financière, mais elle aura un rôle important à jouer pour que sa fille, demain, ne sera pas mariée avant l'âge de 18 ans. Donc ne pas reproduire, en fait. Ne pas reproduire, absolument. Donc les lois sont importantes. Absolument. Mais elles ne sont pas suffisantes. Ne sont pas suffisantes, absolument. Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut que les mentalités évoluent, il faut peut-être plus d'écoles, de collèges, comme vous dites, désenclaver aussi certains endroits. Je pense qu'un effort important a été fait. Un effort important a été fait suite à l'installation des Dar Talib et Dar Taliba. Dar Taliba consiste à installer l'équivalent d'un internat face à un collège ou face à un lycée.
C'est pour les filles qui sont très éloignées, à 2 heures de marche. Donc, ces filles passent, et les garçons également, hein, c'est la même problématique, passent un certain temps, toute la semaine, et reviennent le week-end chez leur famille. Et moi, j'ai vu les fillettes à 12 ou 13 ans, elles prennent de l'assurance, elles veulent continuer leurs études, elles veulent devenir gendarmes, elles veulent devenir policiers, caïd, Oui. et ça fait plaisir. Des fillettes de 13 ou 14 ans, hein, on sent beaucoup d'ambition chez elles, et c'est important. Maintenant, il y a aussi la famille derrière. Et la famille derrière peut être amenée à arrêter la scolarisation de la fillette, laisser peut-être le garçon, mais arrêter la scolarisation de la fillette chaque fois qu'il y a un problème au sein de la famille. Par exemple, la mère est malade, donc on arrête la fillette pour que la fille vienne s'occuper de la maison ou des problèmes internes. Et c'est cette mentalité à l'intérieur des maisons qu'il faut changer. Il faut changer pour que les parents puissent avoir confiance dans l'école, avoir confiance dans leur fille pour qu'elle soit scolarisée le plus longtemps possible. Et bien entendu, une fois qu'elle a terminé ses études, que les parents lui permettent d'avoir une activité professionnelle, que le projet d'activité professionnelle ne soit pas arrêté par un projet de mariage. D'accord. Alors, permettez-moi, donc c'est un sujet passionnant, mais j'aimerais juste revenir peut-être sur cet ouvrage que vous avez écrit, Mariage et concubinage dans les pays arabes, aux éditions La Croisée des Chemins, donc que je montre. Est-ce que... voilà, ma question en fait, donc on parlait de mariage précoce de ces jeunes filles. Est-ce que ces mariages ont cours dans ces localités? Ou bien elles concernent une cible beaucoup plus large? Puisque, bon, vous parlez des pays arabes, mais moi je reviens toujours au Maroc. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a lieu, qui est pratiqué au Maroc? C'est pratiqué au Maroc. Ce n'est pas la même cible. C'est 2 cibles antagonistes. Là, nous parlons mariage et concubinage, nous parlons de jeunes filles ou de jeunes garçons qui ont entre 15 et 30 ans, puisque l'âge du mariage est de 26 ans et quelques pour la fillette et de 31 ans pour le garçon. Ça, c'est l'âge moyen. C'est l'âge moyen. Donc, les jeunes ont 15 ans d'abstinence. Et donc, pendant ces 15 ans d'abstinence, au moment où les pulsions sexuelles sont les plus fortes, donc nous sommes pour ces âges-là. De l'autre côté, nous sommes dans le mariage précoce, le mariage avant terme. Ce n'est pas les mêmes régions. Mariage et concubinage, c'est surtout dans les milieux urbains. Mariage précoce, c'est surtout dans le milieu rural. Ça existe aussi en milieu urbain, mais c'est surtout dans le milieu rural. Alors, ici, les jeunes se sont dit... c'est des arrangements, en fait, avec soi, avec Dieu, avec la religion. C'est des arrangements avec la religion donne ce droit. La religion encourage, la religion musulmane encourage le mariage pour éviter le fitna. Et donc, ils partent à partir de là. Bon, ça dépend des pays. De certains pays ont utilisé Zawaj al-Mut'a, particulièrement dans les pays où il y a beaucoup une communauté chiite, mais pas uniquement, puisque même des populations sunnites ont commencé à se marier avec Zawaj al-Mut'a. C'est ce qu'on appelle des mariages CDD, c'est ça? C'est des mariages CDD à période déterminée à l'avance. Voilà. Et puis, il y a eu, dans les pays du Golfe, un mariage nouveau qui a été inventé dans les années 90, inventé par les religieux eux-mêmes. C'est Zawaj al-Missière. C'est de déplacement, c'est ça? C'est un voyage de déplacement? C'est un mariage de déplacement où la femme n'exige pas la cohabitation et n'exige pas l'entretien. Alors, OK, donc tout ça c'est bien beau, mais quand ça débouche dans ce que vous avez appelé les grossesses de la honte, oui, parce que ce n'est pas légal tout ça, en tout cas d'un point de vue juridique, c'est quelque chose qui... Alors, je veux dire, quand il y a un enfant qui naît de ces unions qui concernent en fait des adultes majeurs et consentants... alors,
Ici au Maroc, ce que nous avons, c'est un mélange. C'est un mélange entre Zawaj al-Mut'a, puisque les gens se marient avec, en tête au moins, dans leur esprit, ils arrêtent au bout d'un certain temps. Ils n'entretiennent pas l'épouse et ne cohabitent pas avec elle. Donc la deuxième forme. Mais la troisième, c'est qu'ils se marient avec le fatha, donc sans avoir de documents. Et là, effectivement, quand il y a une grossesse, qui n'est pas qui arrive, il n'y a aucun document et en général, assez souvent, les garçons prennent la tangente et laissent la jeune fille toute seule. Et à ce niveau-là, je pense que l'article 490, par exemple, qui pénalise les relations sexuelles hors mariage, devrait peut-être être revu, non? Je pense qu'il y a un désir de liberté sexuelle de la part des jeunes. Il est manifeste. Il faut pouvoir permettre la liberté sexuelle, mais faire en sorte que les jeunes puissent être responsables de leurs actes. Parce qu'il y a des grossesses qui peuvent arriver. Et donc, il faut être responsable. Donc, il faut une liberté, mais aussi une éducation. Mais une éducation. L'éducation sexuelle devrait être instaurée dès le préscolaire pour faire en sorte que les enfants se respectent le corps d'autrui et la responsabilité de leurs actes jusqu'à la fin de leur vie. Alors, vous avez évoqué la liberté sexuelle. Cette émission s'appelle Horat. Ma question finale, c'est la liberté, donc justement, liberté sexuelle, d'autres libertés. Que signifie pour vous la liberté, docteur Chekib Kessous? La liberté, pour moi, c'est un équilibre entre la possibilité de se réaliser, la possibilité de réaliser ce que l'on a envie de faire pour pouvoir parvenir à sa propre satisfaction, sans toucher autrui, sans toucher à la collectivité, sans altérer l'équilibre collectif. Merci encore d'avoir bien voulu assister à cette émission et à répondre aux questions de Horatz. Merci à vous. Voilà, donc je rappelle que vous êtes médecin radiologue, chercheur dans le domaine de la socio-anthropologie et auteur de plusieurs essais, dont le dernier, donc Mariage précoce de l'Antiquité à nos jours, qui vient juste de sortir en mai 2022. Donc voilà, merci encore, Chekib. Merci à vous. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir et partager sur les réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24.